Ayua Mbia Jean Aristide, vous avez déposé auprès de l'UFR des sciences biologiques un document en vue de l'obtention de master en zoologie appliquée et développement durable. Et le thème du travail que vous avez effectué est étude de quelques paramètres influençant la conservation des œufs des Culicidés. 2 points, cas de l'Anophèle gambier. Vous avez 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Merci, Monsieur le Président du jury. Honorable Président du jury, chers membres du jury, famille biologique et communautaire ici présents, camarades étudiants, avant tout propos, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ma soutenance de mémoire de master. Je suis l'étudiant Ayua Mbia Jean Aristide, étudiant inscrit en entomologie appliquée et développement durable. Mon étude avait pour thème étude de quelques paramètres influençant la conservation des œufs des Culicidés, cas d'Anophèle gambier. Pour présenter l'essentiel de mon travail, je vais d'abord commencer par une introduction. Après, nous verrons les matériels et méthodes conservés à la réalisation de l'étude. Nous verrons les résultats et les discussions. Et après, nous allons conclure. Sans plus tarder, nous allons passer à l'introduction. Au niveau de l'introduction, il est à retenir que les maladies dites tropicales sont les maladies qui se rencontrent seulement ou principalement sous les tropiques. Elles représentent 36% des maladies contractées du retour des voyages. Cependant, du fait des nouvelles conditions climatiques telles que le réchauffement climatique, ces maladies-là menacent de s'attaquer au monde. Ce qui a poussé l'OMS dans les années 1988 à instaurer un programme de recherche spéciale et de formation sur 5 maladies qui sont le paludisme, la schistosomiase, la filariose, la leishmaniose et la lèpre. Il faut dire que les moustiques font partie intégrante de la vie de l'homme. Cependant, ce sont les animaux les plus dangereux de l'homme à cause du nombre de décès qu'ils occasionnent chaque année. On dénombre 13 maladies transmises par les moustiques, dont les majorités sont la fièvre jaune, la filariose lymphatique, la dengue et parmi elles toutes la plus meurtrière qui est le paludisme. Selon le dernier rapport publié par l'OMS en décembre 2020, il y a eu en 2019 229 millions de cas de paludisme en 91 pays avec 409 000 décès. Ce chiffre était comparable à celui de 2018 qui était de 411 000 décès. Il faut préciser aussi que l'agent vecteur du paludisme est l'Anopheles. Le paludisme est endémique à l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de ses influences. Selon le dernier rapport publié par le Programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, il y a eu entre les années 2017 et 2020 1641 décès. Du fait de ces impacts, il y a plusieurs études qui sont menées, parmi lesquelles nous pouvons citer la mise en place de nouvelles insecticides, la formulation de nouvelles molécules de plus en plus efficaces et la création de nouvelles moustiquaires imprégnées à longue durée d'application qu'on abrège MILDA. Il faut dire que ces études de contre-action des Culicidés nécessitent pour la plupart une quantité importante de moustiques, d'où leur maintenance dans les différents laboratoires. Nous avons donc pensé, pour aider à cette maintenance de ces espèces au laboratoire, nous avons passé à une conservation des œufs. Le but de notre étude était donc de trouver un processus de conservation des œufs des Culicidés. De manière générale, il fallait faire ressortir les paramètres qui influencent la bonne conservation des œufs. En analyse spécifique, nous avons eu à identifier les paramètres qui sous-tendent une bonne conservation et de déterminer les meilleures conditions de viabilité des œufs d'Anopheles gambier. Nous passons à notre deuxième point, le matériel et méthode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord présenter le milieu d'étude. Je veux dire que mon étude a été faite dans l'une des stations de recherche scientifique de Côte d'Ivoire qui a été dans la localité d'Agboville. Le choix de cette station-là a été fait pour plusieurs raisons, donc je vais énumérer 2. La première est que cette station-là héberge des études qui sont axées sur les animaux en général et sur les moustiques en particulier. Et la deuxième raison est qu'il existe dans la localité d'Agboville et des villes environnantes une résistance des moustiques au plan national. Au niveau des matériels, les matériels sont présentés sous 2 aspects. Nous avons le matériel biologique et le matériel technique. Au niveau du matériel biologique, nous avons bien évidemment travaillé sur le moustique Anopheles gambier et sur les 2 souches, c'est-à-dire la souche sensible
qu'on appelle au laboratoire Kizumu et la souche sauvage. Au niveau du matériel technique, le matériel technique se présente sous 3 volets. Nous avons le matériel de prospection label, le matériel d'élevage et le matériel de conservation. Au niveau du matériel de prospection label, d'abord je veux signaler que les moustiques, la souche sensible d'Anopheles gambiae, nous les avons trouvées au laboratoire. Par contre, la souche sauvage d'Anopheles gambiae, nous avons eu à faire des prospections dans les différents rizières. Et les images que voici nous ont permis de pouvoir faire ces différentes prospections-là. En C, nous avons un bocal qui nous a permis de pouvoir recueillir les différents échantillons que nous avons fait avec la louche, comme nous pouvons voir sur la figure B. En A, nous avons une pipette qui nous a permis de séparer les différentes laves des impuretés. Et en D, nous avons une tamine qui nous a permis de transvaser, mais de pouvoir changer l'eau dans laquelle baignaient les différentes laves. Nous passons au matériel d'élevage. D'abord, je veux préciser qu'une fois au laboratoire, un dispatching a été fait des différents stades lavaires. Du stade lavaire 1 au stade lavaire 4. Des stades nymphaux. Les différentes nymphes obtenues ont été placées dans les cages à moustiques qu'on peut voir sur la figure D. Au niveau du dispatching, vous pouvez le constater sur la figure C. En A, nous avons une boîte qui contenait ici des mie de pain qui nous ont permis de nourrir nos différentes laves chaque matin. En D, c'est un aspirateur à bouche que nous avons utilisé quand besoin se faisait sentir. En E, nous avons un piège à lapin. D'abord, je veux préciser que le lapin a été utilisé dans l'engorgement des espèces Anopheles gambiae. Et voilà cette image-là qui illustre un lapin qui a été utilisé comme un cobaye dans l'engorgement de nos cages. Il faut dire qu'après prise de son, 2 jours après prise de son, nous avons placé des pondoirs qui étaient constitués de boîtes de pétri, de coton et de papier filtre. Ces pondoirs-là nous ont servi de gîte lavaire pour la ponte des différents œufs. Et voilà présenté sur la figure 8 une récolte d'œufs de Kizumu. Après obtention des œufs, nous avons placé ces œufs-là dans 4 milieux, c'est-à-dire au frigo, à l'insectarium, au soleil et à l'ombre. Et après 3 jours de conservation, ou du moins chaque 3 jours après la conservation, nous avons fait une mise en eau. Et les petits bocaux que vous voyez nous ont permis de pouvoir faire cette différente mise en eau. Nous avons utilisé le TEO, le taux d'éclosion des œufs, qui nous a permis de connaître le rapport entre le nombre d'œufs mis en eau et le nombre d'œufs éclos sur le nombre total d'œufs mis en eau. Nous passons aux résultats et aux discussions. Au niveau des résultats, nous verrons nos résultats sous 2 volets. Dans un premier temps, les paramètres de bonne conservation des œufs, qui sera perçu sous 2 angles. Nous verrons dans un premier temps le paramètre temps sur l'éclosion des œufs et l'influence de la température et de l'humidité sur l'éclosion des œufs. Et après, nous verrons les meilleures conditions de viabilité des œufs. Donc, sans plus tarder, nous allons voir pour la première souche d'Anopheles gambiae, c'est-à-dire Kizumu, les paramètres temps sur l'éclosion des différents œufs. Sur un total de 125 œufs qui a été mis en eau pour le milieu d'étude au frigo, nous avons obtenu 6 éclosions après 6 jours. À l'insectarium, sur un total de 125 œufs mis en eau, nous avons eu 17 éclosions après 6 jours. Au soleil, nous n'avons pas obtenu d'éclosion. À l'ombre, nous avons obtenu un total de 33 éclosions après 9 jours. Bon, je l'avais tout à l'heure dit que c'était au niveau des Kizumu, c'est-à-dire la souche sensible. Au niveau des sauvages, nous avons obtenu 625 œufs mis en eau au frigo. Nous avons obtenu 7 éclosions. À l'insectarium, nous avons obtenu 16 éclosions sur un total de 125. Au soleil, nous n'avons pas obtenu d'éclosion. Et à l'ombre, nous avons obtenu 29 œufs éclos sur un total de 125 mis en eau. Le constat fait est qu'il n'y a aucun taux d'œufs mis en eau qui est comparable. Il n'y a aucun taux d'éclosion qui est comparable au nombre total de mis en eau, même après 3 jours. Ce qui révèle ici un facteur qui est le temps, qui agissait sur la conservation de nos œufs. Et cette affirmation est soutenue par Sauveur qui, après une étude menée, dit que la conservation prolongée des œufs à couvert s'accompagne à la fois d'une détérioration des œufs, mais aussi d'une diminution du pouvoir d'éclosion. Après cela, nous allons voir maintenant l'influence de la température et de l'humidité sur les différentes éclosions. Donc, à une température de 4 degrés au frigo, nous avons obtenu 6 éclosions. À l'insectarium, à une température qui était comprise entre 25 degrés Celsius
et 30 degrés Celsius, une unité relative qui était comprise entre 75 et 83%, nous avons obtenu 17 éclosions. Au soleil, nous n'avons pas obtenu d'éclosion avec une température qui était comprise entre 35 et 45 degrés Celsius, une unité relative qui était comprise entre 15 et 20%. À l'insectarium, nous avons eu, avec une température qui était comprise entre 27 degrés Celsius et 34 degrés Celsius et une unité relative de 83 à 95, nous avons obtenu 33 éclosions. Le premier résultat était au niveau des sensibles. Maintenant, au niveau des sauvages, nous avons obtenu 7 éclosions. Au niveau du milieu de conservation au frigo à 4 degrés Celsius, à l'insectarium, nous avons obtenu 16 éclosions à une température qui était comprise entre 25 et 30 degrés Celsius, une unité relative qui était comprise entre 75 et 83 degrés %. Au soleil, nous n'avons pas obtenu d'éclosion et à l'ombre, nous avons obtenu 29 éclosions à une température qui était comprise bien évidemment entre 27 degrés Celsius et 34 degrés Celsius, une unité relative de 83 à 95%. Il faut dire que le milieu de conservation à l'ombre présenterait un atout concernant l'éclosion des œufs. Sa température était comprise entre 27 degrés Celsius et 34 degrés Celsius avec une unité qui était comprise entre 83 et 95 degrés. Ces résultats-là sont conformes à ceux de Funk et ses alliés qui, après études menées dans les années 1994, affirmaient que le point de ralentissement du développement de l'embryon, qu'il qualifie de zéro physiologique, est atteint à une température de 28 degrés Celsius et une unité relative de 75%. Nous passons à notre dernier point, les meilleures conditions de viabilité des œufs. Au niveau des meilleures conditions de viabilité des œufs, nous avons comparé deux milieux, le milieu au soleil et le milieu à l'ombre, parce que ce sont ces milieux-là qui présenteraient une différence considérable au niveau de l'éclairage. Et nous avons vu au niveau des sensibles 0%. Au niveau de l'éclosion des œufs, et à l'ombre, nous avons eu 33,3% au niveau des sensibles. Pour les sauvages, au niveau des sauvages, nous avons obtenu 0%, et à l'ombre, au soleil, et à l'ombre, nous avons obtenu 23,2%. Donc, il est assigné ici que le taux d'éclosion des œufs est plus important pour le milieu de conservation à l'ombre. Et une étude a été menée par Marc et ses alliés sur les grillons. Et il affirme après son étude qu'il y a une proportion élevée, soit 84%, pour les grillons dont la croissance s'est faite dans un milieu d'éclairage qui est moins éclairé. Nous passons maintenant à la conclusion et aux perspectives. Au niveau de la conclusion, il est à retenir simplement que le milieu de conservation à l'ombre présenterait des atouts plus ou moins exploitables en raison de son fort taux d'humidité, mais aussi de la température. Mais il n'est pas aussi à négliger que l'espèce Anopheles gambiae peut présenter une certaine résistance au niveau de la conservation de ses œufs. Il y a d'autres paramètres qui influencent la conservation des œufs, outre la température, l'humidité et le temps. Ce sont l'engorgement des ascendants avec du sang humain, du sang de lapin, et l'exposition des œufs à la lumière. Il advient donc de faire les perspectives suivantes, de travailler à alterner les paramètres de conditions du milieu à l'ombre et à l'insectarium, vu que c'était ces milieux-là qui présenteraient les meilleures conditions de viabilité des œufs, et à utiliser des volontaires pour l'engorgement de nos femelles moustiques avec du sang humain. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Ok, merci beaucoup, monsieur Aoui. Bon, vous avez commencé à 37, nous sommes à 50. 37, 50, environ 13 minutes. Bon, je vais présenter les membres du jury ici. Je vais commencer par votre encadreur. Il s'agit du professeur Koné Mohamadou. Il est entomologiste, c'est ça, non? Voilà. Il est du département de biologie animale. À ma droite, l'examinateur, le professeur Yapo Lorenz. Il est aussi, moi je ne connais pas bien l'entomologie, c'est ça aussi, non? Voilà. Peut-être qu'il y avait une différence un peu avec autre chose, le professeur Koné Mohamadou. Et vous-même, et moi-même, votre serviteur, Ouattara Owele. Bon, moi, je ne connais rien dans ça. Je suis physiologiste. Alors, on ne va pas durer.
On va donner la parole à l'encadreur, le professeur Koné Ngorongou, qui va nous donner le contexte dans lequel ce sujet a été donné. Vous avez la parole. Ok, merci Monsieur le Président du jury. Je voudrais avant tout propos excuser Monsieur Ngorongou Kwame, qui est le superviseur de ce travail. Il s'est excusé, empêché, donc il m'a dit de présenter ses excuses à la table des séances. Voilà. Là, il a dit quelques mots concernant l'étudiant et concernant les encadreurs de terrain de l'étudiant. Voilà. Donc, ce qu'il a dit que l'étudiant, c'est un étudiant travailleur, mais il pouvait faire mieux. Et ben, sa nonchalance aussi est vraiment un problème pour ce travail. Sinon, c'est un étudiant qui est beaucoup travailleur et intelligent. Maintenant, concernant l'encadreur de terrain de ce travail, qui est Dr Chikaya Emile, du Centre suisse, qui a suivi l'étudiant, qui a proposé le thème. Et moi, je ne suis que l'encadreur pédagogique. En fait, c'est Chikaya qui a proposé le thème. Et en fait, il a suivi l'étudiant sur le terrain. Mais après cela, il n'a quand même pas travaillé réellement avec l'étudiant. Voilà pourquoi le travail a beaucoup traîné. Et donc, Ngoran a soulevé ça, qu'il faut que nous essayons de voir ce côté-là également. Parce qu'il ne faut pas abandonner l'étudiant en cours de chemin. Ça fait que souvent, ils prennent beaucoup de retard dans les inscriptions. Voilà, voilà ce qu'il a mentionné. Voilà. Maintenant, pour revenir à la table de séance, je voudrais vous également remercier Monsieur le Président, vous-même. Chaque fois qu'on a eu besoin de vous, vous étiez présent et vous êtes là aujourd'hui également. Je dis merci pour tout ce que vous faites pour l'avancée du département. À mon collègue Yapo également, je dis merci d'avoir instruit ce travail. Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un projet d'évaluation des MILDA, qui veut dire moustiquaires à longue durée d'action. Voilà. Et ce travail est conduit, comme je l'ai dit tantôt, par le Dr Chikaya Emile du Centre suisse, qui est le chef de ce projet, et à qui nous tenons à dire merci également. Et merci au Centre suisse également d'accepter d'accompagner nos étudiants. Maintenant, pour revenir au travail, il faut dire que le paludisme est un fléau qui pose d'énormes ravages dans nos régions. Et ce paludisme est causé par un vecteur qu'on appelle Anopheles gambiae, qui est un moustique qu'on appelle Anopheles gambiae, qui vraiment pose d'énormes ravages dans nos contrées. Et donc, pour trouver des solutions, pour éradiquer cette maladie, il faut trouver des méthodes de lutte efficaces. Donc, plusieurs méthodes de lutte sont employées, telles que la lutte chimique par l'utilisation d'insecticides, la lutte physique et la lutte physique accompagnée de chimique, qui est l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Voilà. Et donc, nous, notre part ici, ce qu'on dit, pour mener la lutte, déjà, il faut déjà tester l'efficacité de certains produits au laboratoire avant de mener cette lutte sur le terrain. Et donc, pour faire ce travail au laboratoire, il faut une disponibilité d'échantillons ou bien d'œufs. Voilà. Et c'est ce que le travail de UIA a essayé de démontrer, la disponibilité des œufs et la viabilité des œufs que nous pouvons avoir pour pouvoir traiter ces échantillons en vue de mettre des méthodes de lutte efficaces. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Et puis vous parlez du travail de l'étudiant. Pour parler de l'étudiant, je pense que c'est un étudiant vraiment sérieux. On peut dire, c'est un étudiant qui est vraiment sérieux, bosseur. C'est vrai que ça a mis du temps, mais il travaille quand même. Il y a des imperfections dans le document et nous restons à votre disposition pour améliorer ce travail.
Merci, Monsieur le Président du jury. Ok, merci, Monsieur le professeur. Voilà, on comprend que donc, ce qu'on peut retenir là, c'est qu'on veut avoir des œufs. Voilà. Et quand on a des œufs, ils sont au laboratoire et on les utilise pour pouvoir mieux mener la lutte. Voilà, la lutte biologique, que l'homme ne soit pas beaucoup infesté par le moustique. C'est ça? Ok. Comme le professeur Yapo, il est l'examinateur, donc on va lui donner la parole. Toutefois, l'encadreur a la possibilité d'intervenir pour nous faire des éclairages sur certains points. Il pense qu'il peut apporter sa contribution. Okay. Professeur Yapo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Alors, je dirais merci à mon collègue Koné d'avoir initié ce travail. Merci également à vous pour avoir accepté de présider ce jury. Pour revenir au travail, je vous dis que pratiquement la plupart de mes suggestions ont été prises en compte dans le cadre de l'amélioration de ce travail. Donc, je n'ai pas trop de choses à dire aujourd'hui, mais on va essayer de tester un peu le candidat pour plus de compréhension. D'accord. Donc, dans la présentation, bon, pratiquement, j'ai des points de jeu, c'est parce que je n'ai pas pu avoir le temps, j'ai dit le document, même dans la présentation, je n'ai pas pu suivre, mais j'ai essayé d'écouter un peu. Donc, il a dit que par rapport à ces choix des sites, les éléments qui ont milité en faveur du choix des sites, il a dit de la résistance, que Abbeville est reconnu comme un endroit de résistance. Ça non? Si, monsieur. Mais est-ce que vous avez testé aussi dans les autres régions pour savoir que dans ces autres régions aussi il y a la résistance? Monsieur. Parce que là-bas seulement vous, c'est un point stratégique pour vous, où vous avez installé votre centre de recherche. Donc voilà pourquoi on dit que c'est un endroit de résistance. Sinon que dans les autres villes de l'intérieur aussi, vous n'avez pas testé. Est-ce que chez moi vous avez testé? Monsieur, je crois qu'il y a une étude qui a été menée. Et même, j'ai lu un document que je n'ai pas trouvé sur Internet, mais plutôt au laboratoire. On dit que les moustiques de Côte d'Ivoire sont les moustiques les plus résistants au monde. Au monde. Oui, et puis c'est dans la localité d'Agboville et des villes environnantes, c'est-à-dire Tia-Salé et la région. Donc, ils sont vraiment résistants. Donc, les études sont menées ailleurs, mais pour terminer les études, il faut évidemment qu'ils viennent faire ça en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, il y a un transfert aussi. Vous avez dit que les œufs, l'éclosion des œufs, en nombre, au soleil, il n'y a pas eu d'éclosion. Oui. Donc, qu'est-ce qui explique cela? C'est l'effet de la lumière. D'abord sur l'éclosion des œufs, et puis la forte chaleur qui, en fait, détériore ces œufs-là. Et la chaleur, parce qu'on a vu au cours par rapport au facteur aquatique, il y a une corrélation entre la température et l'humidité relative. Donc, tous ces éléments-là, ça agit certainement, ça a dû agir sur les œufs, l'embryon, donc laquelle, bon, ça n'a pas pu éclore. D'accord, monsieur. Alors, la première page, je vois les noms et puis je vois mettre conférence avec un tiret mobile. Voilà. Donc, c'est une lettre de conférence. Voilà, il n'y a pas un tiret. D'accord. Ça, c'est le mieux. Moi, je ne suis pas remercié. Et puis, le superviseur aussi n'est pas remercié. Ça va? D'accord. Quand je lis la présentation que vous avez faite ici, on comprend. Ça montre bien le travail. Mais ce qui est dans l'introduction là, vraiment, moi je ne suis pas d'accord. D'accord. Ce que vous avez dit, vous dites, je vais lire, les maladies tropicales contractées de retour des voyages dans les zones tropicales ne représentent que 36% des maladies infectieuses. Ces maladies dites tropicales sont des maladies que l'on rencontre seulement ou principalement sous les tropiques et qui menacent par moment de s'attaquer au monde du fait des nouvelles conditions environnementales, notamment le réchauffement climatique. C'est en dépit de cela que l'Organisation mondiale de la santé a établi dans les années 1988
un programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales ayant une priorité médicale, le paradis, entendant vous citer. Ça là, ces informations-là, est-ce que ça nous aide ici? Est-ce que c'est l'emplacement? Monsieur, il a dit que les maladies tropicales sont des maladies qui se rencontrent principalement sous les tropiques. Oui. Et j'ai dit aussi qu'elle représentait 36% des maladies contactées du retour des voyages. Mais quand vous dites 36% de retour de voyage, c'est vague. C'est quelque chose de vague. Ces informations sont vagues. Pourquoi je dis c'est vague? Vous devez, par exemple, si vous présentez le paludisme, vous parlez des maladies tropicales, vous les citez d'abord, moi je pense, hein, vous les citez, et vous arrivez au paludisme. Donc peut-être en parlant des maladies tropicales, vous dites que ce sont les Occidentaux. Quand ils viennent dans les zones tropicales et de retour dans leur zone, c'est là qu'ils contractent ces maladies tropicales. Mais quand vous le dites comme ça, on ne sait pas pour nous. N'est-ce pas? Moi, je préfère que vous parlez des maladies tropicales. Vous les donnez. Qu'est-ce qu'on appelle? Quels sont les noms de maladies tropicales? Et puis, quand vous les citez, vous arrivez au paludisme. Parce que moi, j'ai dit que votre introduction commence à partir du moment où vous parlez des moustiques. D'accord, monsieur. Ça ne nous apprend pas quelque part, pour moi. Cependant, ceux-ci font partie. Donc, ça veut dire, normalement, quand ils partagent notre quotidien, c'est bon pour nous ou bien c'est mauvais pour nous? Monsieur le... Non, c'est pas bon. C'est bon pour nous? Les moustiques, c'est pas bon pour nous. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de dire cependant là? Cependant? Monsieur, je voulais dire dans le même temps en fait. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils partagent le quotidien des êtres vivants, mais dans le même temps, ils ne sont pas bons en fait. Oui, mais quand le cependant montre une opposition à ce qui est là d'abord, c'est comme s'il y a une opposition entre les deux idées. Est-ce qu'il y a une opposition? Vous avez décidé de ne pas utiliser les articles. Il ne faudrait pas que dans quelque part, on voie encore des articles. Par exemple, vous avez dit gîte laver. Et puis vous venez dire les œufs. Les œufs. Soit vous enlevez les articles complètement. Soit vous les mettez. Voilà, pas les deux à la fois. Et l'emplacement des figures. L'emplacement des figures. Je vois que vous avez parlé de figure 1, figure 2 à la page 4, selon la charte. Après, on allait voir les figures. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. On a laissé, on est arrivé à la page 5. Et ce n'est qu'à la page 6 qu'on commence à voir. Donc, figure 1 et 2, je vais suivre à la page 5. Si. Qu'est-ce que la charte dit? Je vais revenir un peu encore. Vous avez dit que vous avez déposé vos œufs dans plusieurs endroits, à plusieurs endroits. Si, monsieur. N'est-ce pas? À l'insectarium. Oui. C'est ça, non? Oui. Vous pouvez citer l'insectarium, quoi encore? Au frigo. Au frigo. Au soleil et puis à l'ombre. Au soleil et à l'ombre. Mais quand vous dites insectarium, c'est quoi? Quelles étaient les conditions qui régnaient dans l'insectarium? Si, que monsieur. vous déposiez vos œufs là-bas. Monsieur, au fait, c'est la température et l'humidité qu'on a voulu varier. On n'avait pas au laboratoire... Oui, l'insectarium, là, quelle était la température et l'humidité qui est? C'est important. Si vous voyez la lumière, on a une certaine température. Le rayonnement solaire agit et la température agit. N'est-ce pas? Vous avez, au frigo, c'est une température très basse. N'est-ce pas? Si. Vous pouvez nous donner plus ou moins, la température a été réglée. Parce que vous voulez atteindre des objectifs. Donc, vous devez régler la température. Vous devrez régler le feu à une température bien déterminée. Donc, l'insectarium, on se dit quelles sont les conditions qui régnaient là-bas. Oui, mais monsieur, bon, j'ai présenté, sinon oui, mais dites-nous une chose. Mais est-ce que c'est écrit dans le document? Oui. Donc, quelles sont les conditions qui règnent? À l'insectarium, la température était comprise entre 25% et puis 32 degrés Celsius. Et 25 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. La température aussi est entre 25 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. Et au soleil, là, la température, il y avait le rayonnement solaire qui agissait. Et il y avait une température qui était au frigo. Maintenant, moi, je vais vous donner
Comment vous avez fait pour... Parce que j'ai vu que vous avez compté les œufs. J'ai vu que vous avez compté. Vous avez pris 125 œufs. Oui, on faisait une mise au nom. Comment on fait pour avoir l'œuf du moustique? Je suis un profane. Quand on dit œuf de moustique, il faut que moi je n'arrive pas à comprendre. Vous avez vu les œufs de moustique, jusqu'à vous les avez pris et vous avez compté pour voir celles qui vont éclore. Pour moi, un profane là, c'est normal. C'est comment, je ne trouve pas ça possible. Comment, explique-moi. D'accord, monsieur. Mais il faut dire qu'une fois, bon, je vais prendre le cas des sauvages parce que les sensibles, on les a trouvés sur le terrain et au niveau des laboratoires. Au niveau des sauvages, nous avons fait des prospections. Pardon, reprenez, vous dites. Au niveau des sauvages, nous avons fait des prospections. Parce que les souches sensibles... Je ne suis pas au même niveau que vous. Hein. Sachez que vous parlez à quelqu'un qui est profane, qui ne connaît rien dans le moustique. D'accord. Voilà. Donc, expliquez-moi pour que je comprenne. Une fois à Beauville, nous sommes rendus dans les rizières. Nous sommes allés là-bas prendre les différentes larves de moustiques qu'on a élevées au laboratoire. Et chaque jour, on les nourrissait. On leur donnait des mie de pain. Oui. Bon, en fonction de leur stade larvaire, on leur donnait des mie de pain. Et on les a élevés jusqu'à ce qu'ils deviennent nymphes. Une fois, nymphes. Une fois, moi, je me dis que dans le document, on devait avoir le stade de développement des larves. Est-ce que c'est dedans? Non. C'est dedans? Non, moi, je pense que c'est important. Si vous étudiez, vous dites que tel ça, on relève, il est important que ça se trouve dans le jeu. Voilà. Là, moi, étant profane, je connais le cycle de développement et là, je peux plus voir. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous allez vous élever, on continue. Voilà. Donc, après les avoir élevés, arrivé au stade nymphal, oui. on les prenait avec des pipettes. Vous les prenez, les pipettes, on les voit à l'œil nu, oui, on les prend avec des pipettes. Oui. Les larves, non, les nymphes. Les nymphes là, on les pipettait, on les mettait dans des gobelets, qu'on mettait dedans un peu d'eau. Oui. Et puis on mettait ces gobelets là dans les cages à moustiques. Donc les nymphes là, on arrive à les compter quand on les met dedans. Oui. Ok, continue. Donc on les prenait, on les mettait dans les cages à moustiques. Et puis un jour et demi, ils devenaient adultes. Oui. Donc après ce stade adulte là, on les engorgeait, les femelles. Avec engorgeait. Oui. C'est-à-dire on lui apporte quelque chose. Oui. On avait des lapins quand on immobilisait sur des pièges. On apporte du sang. Oui. Forcément du sang ou quelque chose. Oui, du sang. Oui, ok. Donc on rasait l'abdomen des lapins qu'on avait au laboratoire et puis on les posait sur les différentes cages là, oui. Pour que les moustiques puissent les piquer et puis recueillir du sang. Oui, oui. Donc après cela, on plaçait des pondoirs qui servaient de gîte au fait. Oui, oui. Donc ils pondaient et puis on récoltait ces et puis on voit les œufs à l'heure nue pour les prendre. Oui. D'accord. Okay. Donc on les prend et puis vous prenez en fonction de 125 que vous mettez partout et vous regardez quelles sont les... Non, mais dans un premier temps, quand on a récolté, on a placé ça dans les différents milieux de conservation. Et puis chaque 3 jours. Et c'est bien expliqué dans le document. Oui. Ça. Mais il faut, souvent on peut faire de manière schématique aussi, c'est important. Il faut qu'on ait le cycle et puis quelque chose avec un diagramme comme ça que nous présentons. Ce sera encore visible. Qu'est-ce que vous avez apporté pour que nous, on n'ait pas la maladie, pour lutter contre le paludisme? Bon, d'abord, dans un premier temps, je vais dire que l'étude que j'ai menée là a permis de pouvoir avoir d'abord des nymphes et puis des adultes. Mais bon, ces adultes-là ont été sensibles, puisque bon, je n'ai pas mentionné là-dedans, ces adultes ont été sensibles. Mais contrairement aux différents stades larvaires, il y a des études qui sont menées sur les différents stades larvaires. Donc cette étude-là peut les aider dans un premier temps dans la conservation, mais de pouvoir aussi travailler sur les différents stades larvaires. Donc on peut avoir une banque de données bien précise d'œufs qui vont nous permettre de mener toutes nos investigations possibles. Oui, sur les différentes investigations possibles pour que on puisse pouvoir lutter contre les moustiques dans toutes les zones. Quand vous avez dit que vous êtes prêt à produire, moi j'ai mon grand frère qui est dans la santé dans la zone de Tia-Salé. On dit que le moustique, le paludisme, sur la zone de Tia-Salé est une zone endémique du paludisme. C'est vrai qu'il y a des zones quand le moustique pique, mais on ne contracte pas la maladie comme ça. Cette zone-là, elle est vraiment une zone endémique du paludisme.
Peut-être que c'est pour ça que, n'est-ce pas, le centre a été installé là-bas. Ça, c'est un argumentaire. Ok. Bon. On va demander, puisque nous, on ne peut pas se retirer, on va demander à l'Assemblée de se retirer. Ok. Ça va, non? Monsieur Aya Mbia Jean Aristide, le jury a délibéré et vous a déclaré admis pour le master de zoologie appliquée et développement durable. Donc la soutenance, le jury vous a accordé la note de 15,77, ce qui correspond à la mention bien. Quand on prend la note, quand on additionne la note de soutenance avec les notes que vous avez obtenues dans les 3 semestres du master, c'est-à-dire semestre 1 du master 1, semestre 2 du master, semestre 3 du master, c'est là, quand on additionne tout, vous avez une moyenne de 12,97. Alors, vous êtes admis au master de zoologie, zoologie appliquée au développement durable, avec la mention assez bien. Donc, le jury vous demande de tenir compte des remarques et vous aurez votre parchemin pour aller prendre votre diplôme à la scolarité. Non, pas comme ça. Enfin, c'est bon. Ok, merci à vous. Bon,